À 82 ans, Diana Ross vit dans un monde que la plupart de ses fans ne reconnaîtraient jamais. En 2002, le monde entier a vu sa photo d'identité judiciaire après son arrestation pour conduite en état d'ivresse, révélant un taux d'alcoolémie 2 fois supérieur à la limite légale. Mais cette humiliation publique n'était que le début. Son frère a été retrouvé assassiné à Détroit. Son mariage de conte de fées a pris fin lorsqu'elle a appris sa séparation en direct à la télévision. La star légendaire qui nous a offert d'innombrables tubes lutte aujourd'hui contre des démons que la célébrité n'a pas pu guérir. Nous vous dévoilons aujourd'hui la vérité bouleversante sur la vie de Diana Ross. L'histoire de Diana Ross a commencé par une simple erreur qui a marqué son existence. Elle est née le 26 mars 1944 à Détroit, dans le Michigan. Ses parents l'ont prénommée Diane Ernestine Earl Ross, mais sur son acte de naissance, il est écrit Diana au lieu de Diane. Cela n'était qu'une simple erreur administrative, mais elle a tout changé. Diana a gardé son nom. Il avait une grâce et une force qui semblaient parfaitement convenir à son avenir. Le nom de Diana Ross allait bientôt figurer sur plus de 5 millions de disques en couverture de magazines du monde entier, et elle aurait même une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Diana elle-même riait souvent de la façon dont ce petit accident était devenu son identité. Certains y voyaient même le destin, comme si ce nom était destiné depuis toujours à celle qui deviendrait la reine de la Motown. L'enfance de Diana fut marquée par son lieu de vie et les personnes qui l'entouraient. Sa maison, 635 rue Belmont, se trouvait dans le quartier nord de Détroit. Juste à côté, vivait un garçon qui lui aussi deviendrait un jour une légende de la Motown, William Smokey Robinson. Les deux familles étaient très proches. Diana et Smokey jouaient et chantaient ensemble, ignorant qu'ils deviendraient tous deux célèbres un jour. Ils partageaient le même rêve de gloire. Ces moments d'enfance ont donné naissance à une profonde amitié qui a duré des années. Plus tard devenus des stars, ils ont même vécu une romance secrète à l'abri des regards. Grandir dans ce quartier bercé par la musique et les difficultés leur a insufflé la force nécessaire pour réussir. Mais les premières années de Diana n'ont pas été faciles. À 7 ans, son monde s'est effondré. Sa mère Ernestine est tombée gravement malade de la tuberculose. À cette époque, cette maladie était souvent mortelle. Diana et ses frères et sœurs ont dû quitter leur maison et déménager à Bessemer, en Alabama, pour vivre chez des proches. Ce fut une période douloureuse. Elle était loin de ses parents et de tout ce qui lui était familier. La peur de perdre sa mère la hantait, mais au lieu de la briser, elle la rendit plus forte. Elle apprit à affronter les difficultés de front. Et cette force l'accompagna dans la poursuite de ses rêves. Le jour de ses 14 ans, en 1958, sa famille emménagea dans le complexe de logements sociaux de Brewster Douglas. C'était un des endroits difficiles. Les immeubles étaient surpeuplés. La criminalité et la pauvreté faisaient partie du quotidien. Mais pour Diana, ces cités sont devenues un terreau fertile pour l'ambition. Elle a regardé autour d'elle et a su qu'elle devait s'en sortir visée plus haut. Et elle n'était pas seule. D'autres enfants des cités comme Florence Ballard et Mary Wilson partageaient le même rêve. Elles allaient bientôt la rejoindre sur la voie de la gloire. La dureté du monde qui les entourait les poussait à travailler plus dur, à mieux chanter et à ne jamais abandonner. En 1959, Diana n'avait que 15 ans, mais elle voyait déjà les choses en grand. Cette année-là, elle s'associa à Mary Wilson, Florence Ballard et Betty McClone pour former les Primes. Elles aspiraient à être la version féminine des Primes, le groupe qui deviendrait plus tard les Temptations. Ces filles étaient intrépides. Elles répétaient des heures durant chantaient dans des concours de jeunes talents et se faufilaient même dans le Fox Theatre pour assister aux prestations des vedettes. Elles s'imprégnaient de chaque note, de chaque mouvement. Elles aspiraient au succès et étaient prêtes à se battre pour l'obtenir. En 1960, elles ont tenté leur chance. Elles sont allées voir Berry Gordy chez Motown Records et lui ont demandé un contrat. Gordy avait décelé leur talent, mais leur avait conseillé de revenir après le lycée. Beaucoup auraient abandonné, mais pas Diana et ses amis. Elles ont continué à chanter, à persévérer. Elles ont enregistré un single pour un petit label et ont continué à frapper à la porte de Motown.
Diana a même attendu des heures à Hitsville, USA, espérant que Gordy les entende. En janvier 1961, leurs efforts furent enfin récompensés. Gordy les signa. C'était le début d'une aventure extraordinaire. Mais un dernier changement survint. Gordy n'aimait pas le nom Primates. Il demanda d'autres suggestions. Les filles dressèrent une liste, mais Gordy choisit finalement Supremes. Diana n'apprécia pas ce nom au départ. Elle le trouvait trop sophistiqué, mais il devint rapidement légendaire. En mars 1961, elles sortent leur premier single sous le nom de Supremes. Le succès ne sera pas immédiat, mais dès 1964, elles décrochent leur premier tube numéro 1, Where Did Our Love Go? Le nom, le groupe et Diana elle-même entrent alors dans l'histoire de la musique américaine. En août 1964, les Supremes peinent encore à percer. À Motown, on les surnomme même les Supremes sans succès. Leurs 8 singles précédents n'ont pas rencontré le succès escompté. My Tout a basculé lorsqu'ils ont enregistré une chanson qui a failli ne pas être la leur. Where Did Our Love Go? S'est hissé au sommet du Billboard Hot 100 et y est resté numéro 1 pendant 2 semaines du 16 au 29 août. Le plus surprenant, c'est que la chanson avait d'abord été proposée à un autre groupe de Motown, les Marvels. Isles trouvant ça ringard et ont refusé. Les Supremes n'en voulaient pas non plus. Même Mary Wilson a essayé de s'y opposer, mais Motown ne leur a laissé aucun choix. Le rythme simple rehaussé par les coups de pied de Mike Valvano, l'ingénieur du son de Motown, l'a rendu irrésistible. Cette chanson a tout changé. Elle leur a offert leur premier tube numéro 1. Ce fut le début d'une série de 5 numéros 1 consécutifs. Ce titre a fait de Diana Ross la star du groupe. Il a permis à Motown de prouver sa capacité à créer des stars internationales. La chanson est devenue si importante qu'elle a été classée parmi les 500 plus grandes chansons de tous les temps par Rolling Stone. Elle a même été inscrite au Registre national des enregistrements afin d'être préservée pour les générations futures. Dès lors, les Supremes sont devenus irrésistibles. Entre 1964 et 1969, elles ont atteint la première place du Billboard Hot 100 à 12 reprises. Aucun groupe féminin américain n'avait jamais réalisé un tel exploit auparavant. Tout a commencé avec Where Did Our Love Go? Les succès se sont enchaînés Baby Love, Come See About Me, Stop in the Name of Love et You Can't Hurry Love. Durant ces années seules, les Beatles ont vendu plus de disques. Les Supremes ont réussi à placer au moins un titre numéro 1 chaque année. Malgré la concurrence de la British Invasion, elles ont vendu plus de 46 millions de singles, dont 34 millions rien qu'aux États-Unis. Leurs 5 titres numéro 1 consécutifs ont établi un record pour un groupe féminin. Elles ne se contentaient pas de faire de la musique, elles repoussaient les limites. À une époque où l'Amérique luttait pour les droits civiques, les Supremes devinrent des symboles de beauté, de succès et d'espoir. Elles étaient le groupe phare de la Motown et le groupe féminin le plus populaire de l'histoire. Il fallut des décennies avant que Mariah Carey ne dépasse leur record. Mais derrière les paillettes, la tension montait. Diana Ross commençait à s'imposer. Elle commença à répondre aux questions destinées à Mary Wilson ou Florence Ballard. En 1965, elle cessa de se faire appeler Diane, le nom que ses amis connaissaient, et adopta Diana. Elle commença à demander plus d'argent que les autres. Beaucoup pensaient que cela était dû à ses liens étroits avec Berry Gordy, le patron de Motown. Elle tenait à se faire remarquer en portant des vêtements différents, en exigeant la place centrale sur scène et en arrivant parfois seule au concert accompagnée de Gordy. Ces agissements ont nui à la cohésion du groupe. Mary Wilson a déclaré plus tard que Diana avait toujours voulu être la vedette et qu'elle était prête à tout pour y parvenir. Cela incluait de réclamer plus d'argent et plus de pouvoir. Puis vint le moment qui changea tout. En 1967, le groupe changea officiellement de nom pour devenir Diana Ross and the Supremes. Berry Gordy prit cette décision comme il l'avait fait pour Smokey Robinson and the Miracles, mais cette fois elle lui parut cruelle. Mary et Florence se sentaient reléguées au rang de choristes au sein de leur propre groupe. La situation ne fit qu'empirer.
Après une soirée catastrophique à Las Vegas, Florence Ballard fut remplacée par Cindy Birdsong. Florence trouva des robes de rechange qui l'attendaient et monta sur scène en état d'ébriété. On commença à murmurer que Diana se lancerait bientôt en solo. Et en 1970, ce fut le cas. Mary Wilson déclara plus tard que changer le nom du groupe avait été la pire chose qui leur soit jamais arrivée. Cela brisa leur unité et déclencha une série de disputes et de départs. Le parcours de Diana Ross vers la gloire fut semé d'embûches, de secrets d'ambition et de relations complexes. Au cœur de cette histoire se trouvait sa liaison secrète avec Berry Gordy, le puissant fondateur de Motown. Tout commença au milieu des années 1960, alors que Ross devenait l'égérie des Supremes et que Gordy était encore marié. Leur lien était plus qu'une simple relation personnelle. Il a changé le cours de l'histoire de la musique. Les proches de Motown ont constaté comment le charme de Ross et sa proximité avec Gordy ont contribué à son ascension. Gordy lui-même reconnaissait qu'il partageait la même soif de succès. En 1967, le monde entier a pu constater ce changement lorsque Gordy a rebaptisé le groupe Diana Ross and the Supremes. Ce changement ne se résumait pas à un simple changement de nom. Il permet à Motown d'augmenter ses tarifs et fit de Ross, une star incontestable. Leur relation secrète resta cachée au public, mais des initiés connaissaient la vérité. Le 14 août 1970, Ross eut une fille, Rhonda. Bien qu'elle fût mariée à un autre homme, le père biologique de Rhonda était Gordy. Cette affaire n'a pas seulement suscité des rumeurs. Elle a ébranlé l'équilibre du pouvoir à Motown, reléguant les autres membres du groupe de Ross au second plan, tandis qu'elle prenait de l'ampleur. L'un des moments les plus douloureux de cette histoire survint en juillet 1967. C'est à ce moment-là que Florence Ballard, qui avait été la leader des Supremes, fut écartée. Ballard luttait contre la dépression, l'alcoolisme et des problèmes de santé, tandis que Ross occupait le devant de la scène. Motown prétendait qu'elle était simplement épuisée, mais la vérité était bien plus dure. Berry Gordy avait déjà choisi Cindy Birdsong pour la remplacer après une dernière prestation déchirante à Las Vegas en juin 1967. Le sort de Ballard était scellé. Le 1 et 1 juillet, un jour seulement après son 24 et anniversaire, Ballard se présenta sur scène, mais était trop ivre pour terminer son spectacle. Gordy le renvoya chez elle et imposa définitivement le chant des oiseaux. Ballard fut contrainte de signer un contrat pour un paiement unique d'environ 139 000 soit plus d'1 million de dollars aujourd'hui. Mais cet accord la privait de ses revenus futurs et même du droit d'utiliser le nom des Supremes. Sa carrière solo ne décolla jamais. Elle sombra dans la pauvreté et mourut à seulement 32 ans. Son talent fut éclipsé par la cruelle manière dont elle fut mise à l'écart. Derrière son sourire éclatant, l'ambition de Diana Ross laissait souvent les autres loin derrière. Mary Wilson, sa camarade de groupe, racontait comment Ross s'assurait toujours d'être sous les feux de la rampe. Elle se renseignait sur les tenues des autres et choisissait quelque chose de plus extravagant. Sur scène, elle bloquait le passage aux autres en étendant les bras afin que tous les regards restent rivés sur elle. Elle refusait de partager les costumes et allait se plaindre à Gordy Housson de sa relation privilégiée avec lui pour obtenir ce qu'elle voulait. Ross ne s'arrêta pas là. Elle observait d'autres groupes, mémorisait leurs chorégraphies et les reproduisait lors des concerts de Supreme comme si elles étaient les siennes. Cette soif d'attention provoqua de profondes divisions et contribua à la dissolution du groupe. Le pouvoir de Ross ne provenait pas uniquement de Gordy. Elle entretenait également une liaison secrète avec Smokey Robinson, bien qu'il fût marié. Robinson a déclaré plus tard que cette relation avait duré 1 an et qu'elle avait été magnifique. Mais Ross y a mis fin par respect pour son épouse. Des rumeurs circulaient également concernant une idylle avec Brian Holland, membre du célèbre duo d'auteurs-compositeurs. Ces liens n'étaient pas uniquement d'ordre sentimental. Elles conféraient à Ross une influence que peu pouvaient égaler. Nombreux étaient ceux qui pensaient qu'elle avait instrumentalisé ses relations pour assurer son ascension, laissant derrière elle un sillage de souffrance.
La dernière représentation de Diana Ross avec les Supremes eut lieu le 14 janvier 1970 à l'hôtel New Frontier de Las Vegas. Le spectacle commença à 23h54 et se prolongea jusqu'au petit matin. La salle était comble avec des stars comme Marvin Gaye et Smokey Robinson. Le trio a interprété ces test tubes une dernière fois terminant par Someday We'll Be Together. Ironie du sort, ni Wilson ni Birdsong n'avaient participé à l'enregistrement de cette chanson. À la fin de la soirée, Ross a présenté Jean Terrell comme la nouvelle chanteuse principale. 6 jours plus tard seulement, elle enregistrait son premier single solo. Ce moment a marqué la fin d'une époque et le début d'une nouvelle. Lorsque Ross a sorti Ain't No Mountain High Enough, en juillet 1970, le titre a conquis le monde. Gordy avait douté du potentiel de la chanson, mais les DJ l'ont quand même diffusée. Les groupes l'ont adorée. Le 19 septembre 1970, elle a atteint la première place du Billboard Hot 100. Restée en tête des charts pendant 3 semaines, la chanson valut à Ross sa première nomination aux Grammy Awards et contribua à la domination de Motown sur les classements cette année-là. Avec 18 semaines au sommet, elle prouva au monde entier que Ross n'avait pas besoin des Supremes pour réussir. Son premier concert solo eut lieu le 8 mars 1970 au Caesars Monticello de Framingham, dans le Massachusetts. C'était un test crucial juste avant sa grande résidence à Las Vegas. Étrangement, aucun enregistrement de cette performance n'existe pas, même un bootleg ou une photo digne d'intérêt. Cette absence ajoute au mystère de ses débuts en solo. Les fans ne peuvent qu'imaginer l'ambiance et l'atmosphère de cette soirée. Lorsque Diana Ross est apparue pour la première fois au cinéma en 1972 dans Lady Sings the Blues, personne ne se doutait de la suite. Voici Ross, célèbre pour son style impeccable en tant que chanteuse des Supremes métamorphosée en Billie Holiday. Elle n'avait aucune expérience d'actrice. Pourtant, sa prestation fut puissante, bouleversante et inoubliable. Si puissante et en fait que l'Académie ne put l'ignorer. En 1973, lors de la 45e cérémonie des Oscars, elle fut nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice. Ce moment est bouleversé Hollywood. Elle était en compétition avec Liza Minnelli, qui a remporté le prix pour Cabaret. Mais c'est la performance de Ross qui a fait sensation. Le film a reçu 5 nominations au total, mais la sienne était celle qui comptait vraiment. L'industrie s'attendait à ce qu'une actrice comme Diahann Carroll ou Cicely Tyson décroche un tel rôle. My Ross a déjoué tous les pronostics. Sa performance a placé la barre très haut pour les actrices noires et semblait lui promettre une brillante carrière cinématographique. Pourtant, étrangement, ce fut sa seule nomination aux Oscars. Quelques années plus tard, un drame la frappa et la marqua à jamais. En février 1976, Florence Ballard décéda à seulement 32 ans. Jadis, la voix la plus puissante des Supremes. L'histoire de Ballard avait basculé du triomphe au désespoir. Après avoir été contrainte de quitter le groupe en 1967, elle lutta contre la pauvreté des démêlés judiciaires avec Motown et des démons intérieurs. L'alcoolisme et la dépression la consumèrent. La cause du décès fut attribuée à une thrombose de l'artère coronaire. Mais tous savaient que la véritable cause était plus profonde, une vie brisée par la souffrance. Lorsque Ross arriva aux funérailles de Ballard à l'église baptiste New Bethel, environ 50 personnes remplissaient de l'espace. Certains l'accueillirent avec de l'alcool, la tenant responsable du sort de Florence. Malgré tout, Ross entre sa cite avec la famille de Ballard et réconforta sa plus jeune fille, Lisa. Une simple photo de ce moment fit le tour du monde. Le film a su saisir la profonde tristesse et la relation complexe qui unissait les deux femmes. Après le succès de Lady Sings the Blues, Ross ambitionnait encore davantage, mais ses espoirs furent de courte durée. En 1960, Queen's Mahogany sortit en salle. Les critiques furent impitoyables. Certains affirmèrent même que c'étaient les pires critiques qu'ils aient jamais vues. La chanson thème du film devint un tube, mais le film lui-même laissa le public indifférent. Puis vint The Wiz en 1978. On s'attendait à un succès retentissant. Son budget astronomique 24 millions de dollars était le plus important jamais alloué à une comédie musicale à l'époque. Les décors étaient grandioses.
La distribution comprenait Michael Jackson et les scènes de danse étaient impressionnantes avec 400 danseurs évoluant sur un pont reliant les tours jumelles. Mais ce fut un échec. Le film n'a rapporté que 13 millions de dollars, accusant au final une perte de 10 millions. Cet échec n'a pas seulement affecté Ross. Il a fourni à Hollywood un prétexte pour cesser de financer les gros projets censurés. Pour Ross, la chute fut brutale et définitive. Le monde du cinéma qui lui avait jadis semblé acquis lui avait échappé. Loin des plateaux, un autre chagrin la frappa. Le 4 avril 1960, 8 jours de l'assassinat du Dr. Martin Luther King Jr., Ross eut l'impression que le monde s'écroulait. Le lendemain même, elle était invitée au Tonight Show et en plein milieu d'une chanson, elle modifia les paroles de sa chanson en hommage à King. Le public fut bouleversé. Des années plus tard, en 1981, elle contribua à l'organisation d'un concert hommage à King sur le National Mall. Dans ses écrits, Ross évoquait la douleur qu'elle ressentait pour Ketta Scott King et Jackie Kennedy, deux femmes qui connaissaient le véritable prix de la grandeur. Cette perte la transforma. Elle renforça son engagement et façonna sa musique et son militantisme pour le reste de sa vie. Mais malgré ses efforts pour vivre avec Grace Secrets et Scandal continuaient de l'entourer. En 2023, Smokey Robinson est révélé avoir entretenu une liaison secrète avec Ross dans les années 1960. Cette relation a duré 1 an alors qu'il était marié à Claudette Rogers. Robinson, âgé de 83 ans, l'a qualifié de magnifique et a affirmé qu'il aimait toujours Ross. Leur idylle avait débuté sur leur lieu de travail. Ross y fin incapable de supporter la culpabilité, mais leur lien demeura intact. La nouvelle surprit les fans qui l'avaient toujours perçu comme une personne très discrète sur sa vie privée. Le mariage de Ross avec Robert Silverstein semblait idyllique au départ. Ils s'étaient rencontrés dans un magasin de Los Angeles. Elle cherchait un cadeau pour Berry Gordy. Silverstein était plus jeune et débutait dans le métier. Ils se marièrent en janvier 1971 et eurent rapidement 2 filles, Tracy et Chudney, mais leur mariage était marqué par des tensions. Le passé de Ross avec Gordy planait encore et des rumeurs d'infidélité la poursuivaient. Au moment de leur mariage, Ross était déjà enceinte. Cet enfant Rhonda fut au cœur d'un secret qui allait durer plus de 10 ans. Rhonda croyait que Silverstein était son père. Ce n'est qu'à 13 ans qu'elle apprit la vérité, son véritable père était Berry Gordy. Même des inconnus avaient remarqué sa ressemblance frappante avec lui. Cette révélation n'altéra en rien l'amour de Silverstein pour Rhonda. Il resta présent dans sa vie comme un père. Quoi qu'il en soit, le second mariage de Diana Ross lui sembla d'abord un rêve devenu réalité. En 1985, lors de vacances aux Bahamas, elle rencontra Arnes Jr. Ce mat, norvégien du transport maritime et alpiniste, possédait une fortune de plus de 500 millions de dollars au milieu des années 1980. Il semblait appartenir à des mondes différents. Diana était une star glamour de Motown. Ara était un aventurier intrépide qui avait mené une expédition norvégienne à l'Everest la même année. Mais le courant passa immédiatement entre eux. Ils se marièrent le 1 février 1986. La cérémonie eut lieu dans une abbaye suissée surplombant le lac Léman. C'était grandiose et magique. La princesse Christine de Suède était demoiselle d'honneur. Stevie Wonder se produisit. Plus de 240 invités, dont des membres de la royauté et des célébrités, étaient présents. Le coût s'éleva à près d'1 million de dollars. Peu après, ils accueillirent 2 fils. Ross Ara Estené en 1987, suivi Devon Olav en 1988. Pendant un temps, leur vie transatlantique a fonctionné. Ara gérait son entreprise à Londres, tandis que Diana élevait leurs enfants aux États-Unis. Elle le considérait comme l'amour de sa vie. Pendant un temps, cela semblait vraiment être le cas. Mais ce conte de fées s'est terminé en drame. Début 1999, lors d'une interview télévisée en Norvège, Harry a annoncé, comme si de rien n'était, que Diana et lui étaient séparés. Diana n'en avait aucune idée. Elle a appris sa séparation par les médias. Le monde entier a assisté à son choc et à son humiliation.
Leur mariage avait toujours été atypique, lui vivait à Londres, elle dans le Connecticut. Mais ce fut un coup dur. Ses amis ont confié que c'est à ce moment-là que les problèmes émotionnels et l'alcoolisme de Diana se sont aggravés. Harry n'a même pas eu la décence de le lui dire en privé. Ce fut le début d'une chute douloureuse et était très médiatisée. Puis vint l'ultime trahison. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Ara voyait une autre femme. C'était vrai. Cette femme était Camilla Astrup, mannequin norvégienne et mère célibataire. En juillet 2000, Camilla annonça qu'elle était enceinte d'Ara. L'accouchement était prévu pour septembre. La nouvelle a anéanti Diana. Tout espoir de sauver son mariage s'était envolé. Camilla elle-même a admis que c'était un choc et que les gens avaient mal réagi. Ara est resté silencieux. La presse s'en est donnée à cœur joie. La chronologie de sa liaison et l'ampleur de sa trahison étaient les seuls sujets de conversation. Pour Diana, CE fut un chagrin de plus. Le divorce était prononcé, mais la douleur persistait. Près de 15 ans de mariage s'étaient achevés dans le chaos. Diana se replia sur elle-même et se réfugia dans l'alcool. En mai 2002, elle entra une cure de désintoxication pour 30 jours. Elle tenta de se reconstruire, mais ce fut difficile. Les médias épaillaient le moindre de ses faits et gestes. La situation s'aggrava encore en 2004. Ara y est décédée dans un accident d'alpinisme en Afrique du Sud. Malgré leur divorce, Diana était profondément affectée. Elle a décrit cette journée comme particulièrement difficile pour elle et leur fils. Le rêve qui avait débuté par un mariage féerique s'est achevé dans la tragédie et la perte. Mais ce n'était pas le seul épisode sombre de leur vie. Le 30 décembre 2002, Diana a touché le fond. Elle a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse à Tucson, en Arizona. Son taux d'alcoolémie était de 0%, soit plus du double de la limite légale. Sa photo d'identité judiciaire a fait le tour du web. La police a diffusé la vidéo de son arrestation. On la voit zigzaguer sur la route. Ellery était tombée pendant les tests d'alcoolémie. Elle était incapable de réciter l'alphabet ou de lire l'heure. Le tribunal l'a condamnée à 2 jours de prison, 1 an de mise à l'épreuve et une amende de 850 $. Le procès a fait grand bruit. Ses difficultés ont été exposées au grand jour. Auparavant, en mai 2002, Diana avait tenté de se faire soigner. Elle avait intégré le centre de désintoxication Promises Rehab à Malibu. Le coût était de 20 $ par mois. Sa famille l'encourageait à y aller, mais elle est partie au bout de 3 semaines pour une tournée. Elle est retournée en août. Le cycle infernal des cures de désintoxication et des rechutes était déchirant. Son glamour ne pouvait plus masquer sa souffrance. Un autre drame survint. Le 22 juin 1996, le frère de Diana Arthur, T-Boy. Ross fut retrouvé mort. Lui et sa femme avaient été assassinés dans la banlieue de Détroit. Leurs corps restèrent sans être découverts pendant des semaines. Ils ont été étouffés avec des sacs en plastique. La scène était horrible. Arthur luttait contre la dépendance. Ses choix l'avaient entraîné sur une pente dangereuse. Diana était en tournée au Japon et n'a pas pu assister aux funérailles. Elle a envoyé sa fille Tracy lire une lettre. Dans cette lettre, elle exprimait son chagrin et sa douleur face au choix de son frère. La culpabilité la rongeait. Elle se replia sur elle-même, accablée par le poids de la perte et des regrets. Les combats de Diana n'étaient pas seulement personnels. Elle s'était forgé une réputation de patronne intransigeante. D'un geste choquant, elle licencia tout son personnel. Elle alla même jusqu'à écrire une lettre dénigrant 8 d'entre eux mettant en garde contre leur embauche. La lettre circula largement. Cela a brisé des carrières. Cela a aussi entraîné des poursuites judiciaires. En 1983, 2 anciens employés l'ont poursuivi en justice pour des millions de dollars. L'une réclamait 1 million de dollars, l'autre 2 millions. Certaines affaires ont été classées sans suite, d'autres ont abouti à des règlements à l'amiable coûteux. Diana a payé un lourd tribut, non seulement financièrement, mais aussi en termes de réputation. Il y a également eu ce moment inoubliable aux MTV Video Music Awards de 1999. Diana a effleuré le sein dénudé de Lil Kim en direct à la télévision.
Certains ont ri, d'autres ont grimacé. Ce moment est devenu l'un des plus rediffusés de l'histoire des VMA. Même Mary J. Blige était furieuse. Lil' Kim, quant à elle, l'a qualifié de légendaire. Le monde entier en a parlé pendant des années. À la mort de Michael Jackson en 2009, son testament désignait Diana comme tutrice suppléante de ses enfants. My Diana refusa. Elle soutint la décision de confier la garde des enfants au neveu de Michael. Elle était convaincue qu'il devait rester en famille. Même dans cette décision, Diana révéla la complexité de sa vie. Derrière le statut de star, la célébrité se cachait une femme qui avait profondément aimé, souffert de pertes douloureuses et lutté contre des démons intérieurs que peu auraient pu affronter.